Tout un plaisir de vous savoir toujours au rendez-vous de votre émission Débat Angle de Vue. Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Vendredi, le monde entier avait carrément retenu son souffle, le regard tourné vers Bamako. La capitale malienne venait d'être à nouveau la cible d'attaques terroristes. Une prise d'otage, Radisson Blu, un grand hôtel de Bamako, a fait au moins une vingtaine de morts de 6 différentes nationalités. Attaque revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar en coopération avec Al-Qaïda. Attaque successive de la capitale malienne Bamako, la proie facile des djihadistes. Le sujet sera débattu et nous le ferons dans quelques minutes. Le Bénin s'invitera ensuite au menu du jour concocté pour vous. Le sujet, l'affaire épine dorsale. Le corridor ferroviaire Bénin-Niger. La cour d'appel de Cotonou vient de débouter le groupe Bolloré de l'État béninois au profit du groupe Petroleum de l'opérateur économique Samuel Dossou. Un véritable camouflet pour l'État béninois. Des regards avisés vont tout à l'heure se prononcer sur la question. Leur avis est également attendu sur la récente démarche des avocats du Niger. L'Ordre des avocats, à travers un communiqué, joue désormais dans la sensibilisation et la prévention. Il appelle la classe politique, la société civile et la presse à plus de responsabilités pour éviter au pays le chaos. La démarche a su plus d'aucun, épaté bien d'autres. Et nos invités dans tout cela, c'est quoi? Leur réaction, ce sera juste après le flash d'information. Au Nigeria, une femme kamikaze s'est fait exploser dimanche à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. 8 personnes ont été tuées, 7 autres blessées. Au Burundi, les scènes de violence se poursuivent malgré la campagne de désarmement forcé lancée par le pouvoir. Ce week-end à Bujumbura, au moins 4 civils ont été tués au cours de violents heurts entre forces de l'ordre et insurgés. En RDC, le gouvernement vient de souscrire à l'exigence majeure de l'UDPS, l'un des principaux partis d'opposition. Le dialogue national sera élargi à la communauté internationale. À l'ONU, 4 noms de personnes susceptibles d'assurer la médiation en vue d'élections apaisées ont été proposés. Bamako, la capitale malienne, a une nouvelle fois plié sous l'assaut meurtrier des djihadistes. Vendredi, Radisson Blu, un grand hôtel de renommée internationale, a subi la furie des assaillants. Une attaque meurtrière ayant fait une vingtaine de morts, parmi lesquels 2 assaillants. Une attaque qui vient s'ajouter aux 2 précédentes, toujours dans la capitale malienne. Attaque successive de la capitale malienne, Bamako, la proie facile des djihadistes, c'est le premier débat juste après ce générique. Le décryptage de l'actualité sur le continent se fera ce jour avec Médric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. À ma gauche, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, Maître Jacques Migan. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour Monsieur Joël Etondi, Monsieur Gongo, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Je me retourne vers vous, Médric François Gongo, après les attaques du 7 mars, du 7 août, voilà enfin les djihadistes de retour. Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. C'est la loi des 3 nombres? A priori, on serait tenté de le dire, mais le constat nous permet de voir que esselé au niveau du Nord Mali, le Moujao, l'Ansadine, au niveau de Gao et tout ça, ces structures ont changé de stratégie et ont bien voulu procéder par la prise d'otages, comme l'on le constate avec la plupart des mouvements djihadistes, avec la plupart des extrémistes et des islamistes. Ce qu'on a constaté la fois dernière au niveau de l'hôtel Radisson à Bamako est ni plus ni moins une métamorphose, une mutation de la stratégie djihadiste au niveau du Mali. Et cela traduit également une certaine symbiose entre la plupart des mouvements djihadistes, tant au niveau de l'Afrique que de par le monde entier. On parle de Mokhtar Belmokhtar qui serait à la base de cet état de choses. Le Boeing, comme
l'on le surnomme, l'on l'a plusieurs fois annoncé mort, mais l'on le revoit sous plusieurs formes. Le ver se retrouve complètement dans le fruit. Le Mali est à l'épreuve des événements. Son soutien, le soutien de la France au Mali, les derniers événements au niveau de la France et les récents événements au niveau du Mali doivent être compris comme des événements à mettre en enchevêtrement, des événements à apprécier de manière globale pour mettre en évidence aujourd'hui le combat entre l'as du bien, s'il faut qu'on l'appelle ainsi, par rapport à la démocratie de type libéral et la lutte sainte, la guerre sainte, la continuation de la guerre sainte ainsi que prônée ou bien par le prophète Mahomet ou bien par certains qui ont eu la charge de perpétuer la tradition mais qui l'ont galvaudée à des moments donnés. Je pense que l'un dans l'autre, le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous pouvons enregistrer encore des crises de la sorte dans les jours à venir, surtout qu'au niveau du Sahel, il y a une interpénétration des mouvements, il y a une continuation des djihadistes de l'Algérie, il y a une certaine, j'allais dire, transmutation des djihadistes et des islamistes de la Libye, avec tout ce que l'on observe par rapport au mouvement de trafic, au mouvement, j'allais dire, de commerce illicite dans la zone. Je pense qu'on n'est pas encore au bout du tunnel et il va falloir redoubler d'ardeur pour aller au bout, pour lutter efficacement contre, j'allais dire, cette hydre que constituent les islamistes, les djihadistes. Maître Jacques Migan, troisième fois successivement au cours de la même année, les groupes terroristes, parce qu'ils sont nombreux, ils l'ont clamé à corps et à cri, ils l'ont annoncé, ils ont frappé effectivement la capitale malienne. Je pense qu'il faudrait que nous sachions que le monde est en guerre. Mais malheureusement, on a affaire à une guerre qui est complètement différente de la guerre ordinaire que nous connaissons. Quand vous allez aujourd'hui en Israël, les Palestiniens ont changé de stratégie. C'est avec des couteaux maintenant qu'ils font la guerre contre les Israéliens. Quand vous allez aujourd'hui en Syrie, en Irak et aujourd'hui au Mali, vous avez vu comment les choses se passent. On avait à l'époque les prises d'otages classiques. On les prenait et puis on demandait des rançons. Mais cette fois-ci, on les tue. Parce que les gens ont constaté qu'ils ne peuvent plus utiliser les moyens classiques de la guerre que nous connaissons. Il faut que le monde sache que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre un ennemi. Pour la plupart, vous constaterez qu'ils se réclament de la même religion, l'islam. Tout à l'heure, M. Agongo parlait de l'hydre. Les Arabes se constituent un hydre à plusieurs têtes et qui se restituent et qui n'ont rien en commun. Ils sont plusieurs. On ne peut pas les cerner. Quand vous allez en Turquie, quand vous allez en Syrie, quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous allez en Iran, c'est complètement un monde différent. Je ne dis pas que les Israéliens sont des Arabes, mais l'islam qui constitue leur religion. Et vous avez vu comment l'islam n'est pas unifié. Et c'est ce qui crée aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons. Mais dans le cas du Mali, le Mali se savait sérieusement menacé. J'en viens justement. Le Mali, j'y étais il y a encore quelques semaines. J'étais descendu à l'hôtel Radisson Blues. J'y étais même au 6e étage. C'est pour vous dire que c'est un hôtel où il y a la véritable sécurité. Mais ils ont pu quand même entrer à partir des moyens utilisés, dérobés. Ils se sont passés pour des diplomates. Alors le problème qui se pose se situe au niveau des moyens. Est-ce que le Mali, l'État malien a des problèmes pour affronter ceux-là aujourd'hui qui posent de tels actes criminels? Quand déjà en Europe, ils ont du mal à s'en sortir, alors que c'est un pays qui est développé, un pays qui a les renseignements et qui peut tout de suite savoir ce qui se trame. Ils ont eu du mal. Nous avions tous assisté, il y a encore le 13 novembre dernier, à ce qui s'est passé en France. Et ce qui allait se passer, ou peut-être même, vous voyez ce que les Belges sont en train de faire chez eux. Donc que cela se passe au Mali. Pour celui qui connaît le Mali, ne doit pas être surpris. Parce que quand vous allez au Mali, circulez un peu dans les rues. Qui est djihadiste? Qui est malien? Tout est confondu. Et quand même il n'aurait pas utilisé de telles armes,
tout est ouvert. Donc c'est l'inévitable. C'est l'inévitable. Je vous dis, c'est l'inévitable. Moi, j'étais avec mon épouse et on savait qu'à tout moment, de telles choses pourraient se faire. Mon épouse voulait, par exemple, c'est une blanche. Elle voulait visiter le musée qui était pas loin de l'hôtel Radisson. Mais quand nous avions vu la tension, elle a dit non, je ne ferai pas, je ne me baladerai plus, je n'irai pas dans ce musée. À tout moment, ça peut exploser. Et ça peut encore exploser en dehors même de ce qui se passe. Il faut aller là-bas pour comprendre. C'est une tension. Et cette tension est composée de qui? Des gens qui sont dans la misère. On nous dit des djihadistes. On nous dit tel mouvement. Hier, on nous parlait de, comment vous appelez ce monsieur, Mokhtar al-Mokhtar. Aujourd'hui, on nous dit que c'est le Front de libération du Messina qui revendique ce qui a été fait. N'est-ce pas une façon de jouer aux embouillamini, là? Vous savez, le problème qui se pose, déjà, bon, la préoccupation n'est même pas là. La préoccupation, c'est quoi? C'est pourquoi le Mali? Pourquoi le Mali? Parce que le Mali constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils sont un peuple complètement entremêlé. Quand vous voyez les Peuls, quand vous voyez, comment on appelle ces ethnies, on devrait s'attendre à ce qui se passe. Regardez l'étendue du pays par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, où l'ONU est venue, avec les casques bleus, la France est venue, et l'armée nigérienne ne peut pas compter, ne peut même pas assurer, et l'armée malienne ne peut même pas assurer la sécurité. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour résister devant ces comment vous les appelez maintenant? Djihadistes. Non, c'est-à-dire nous sommes devant... François, le mal, on l'a vu venir. Est-ce que ça ne fait pas trop facile? Ne s'agit-il pas là plutôt d'un aveu d'échec? Dire que vraiment on ne peut pas, quand on veut diriger un pays, ça signifie ce que ça signifie. Depuis 2012, le Mali en est là où il en est. Est-ce qu'on a véritablement devancé les faits? On pouvait comprendre la situation actuelle en remontant un peu aux causes fondamentales du djihadisme. Et là, nous observons une confrontation entre les sunnites et les chiites avec une dormance de la communauté internationale vis-à-vis des sunnites qui détiennent la plupart des capitaux du monde qui font fonctionner le monde occidental et les banques occidentales. Il y a eu comme une apathie, il y a eu comme une complicité tacite du monde relativement civilisé par rapport à l'expansion, je veux parler de l'État islamique par exemple, qui est fondamentalement appuyé au départ par les sunnites de l'Arabie saoudite, du Koweït et des empires du Golfe, pour arrêter l'avancée chiite au niveau du tampon que constitue la Syrie, dirigée par quelqu'un qui revient d'une minorité ethnique, on appelle cette ethnie l'ethnie alawite. Ils sont minoritaires, Assad. Donc, lorsque l'on n'a pas pu circonscrire cette crise au niveau des grandes tendances du monde musulman, lorsque nous constatons des soulèvements au niveau de la Libye, de l'Algérie et du Sahel, et on n'a pas pu faire grande chose, quelle que soit la force de frappe de l'ONU, quel que soit le dévouement des opérations spéciales qui ont été diligentées par la France au niveau du Mali, nous constatons, je l'avais dit au départ, une mutation dans la lutte et une complicité tacite de la population, comme Jacques Bigan l'avait constaté, une population, pas cosmopolite, mais une population mélangée, une population islamisée à l'extrême qui pourrait constituer des refuges pour d'éventuels terroristes. La stratégie a changé, vous l'avez expliqué. La stratégie... Est-ce qu'il n'est pas temps aux dirigeants de voir aussi leur façon, les approches par rapport au phénomène? Je pense que pour lutter contre les djihadistes, pour mener une guerre asymétrique où l'on ne connaît pas le visage de son vis-à-vis, où son vis-à-vis peut prendre la forme d'une fillette de 11 ans, d'une dame de 90 ans, d'un boy, d'un aveugle, d'un mendiant. Bref, dans cette guerre, je pense que les méthodes, les moyens conventionnels ne suffisent plus. Les moyens conventionnels, même de détection, d'information, de maîtrise, j'allais dire des réseaux de renseignement, ces moyens ne suffisent plus. Il va falloir revoir les paradigmes au niveau des relations internationales pour se rendre à l'évidence face
à la montée migrationniste, où les populations des peuples opprimés, des peuples affamés venant de l'Afrique et des peuples opprimés venant de la Syrie et autres, cherchent le bonheur là où ils pensent, où elles pensent qu'ils se trouvent, arrivent à braver la mort, arrivent à risquer le pire pour aller au paradis terrestre, il va falloir reconsidérer les relations internationales, revoir un peu le caractère doué, j'allais dire, le traitement doué que l'on fait à certaines nations qui ne respectent pas pourtant les droits de l'homme. Je veux parler de l'Arabie Saoudite, je veux parler des empires, tout simplement parce que ces capitaux font fonctionner le monde occidental. Je pense que c'est la rançon de la complicité tacite de nos parents d'hier, les Occidentaux, vis-à-vis des sunnites qui sont à la base de la poussée expansionniste de l'islamisme radical. À court terme, que faut-il faire? À court terme, il n'y a pas de solution miracle. On ne peut qu'avoir des solutions intégrées, des solutions qui nous renvoient à la prise en compte des relations internationales dans leur évolution, à la prise en compte des desiderata des peuples nouveaux qui, par le net, par les réseaux sociaux, arrivent facilement à communiquer, à dépasser les barrières prioritairement établies depuis des lustres pour opérer. Je pense que les paradigmes des relations internationales doivent changer. L'on doit revoir le système des Nations Unies pour donner un signal fort à ces peuples et leur démontrer qu'ils ont aussi voix au chapitre. Parce que fondamentalement, c'est ce niveau que se retrouve. Elle-même, face à son destin qui est en train d'être tracé autrement, que faut-il faire? Je pense que nous sommes victimes de ce qui est en train de se faire au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et à l'Extrême-Orient, et au Proche-Orient. L'Afrique n'y a-t-elle pas contribué? L'Afrique a contribué de quelle manière? Ce que je voudrais vous rappeler, nous avons tendance à croire que ce qui se passe est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ça datait depuis longtemps. Cette guerre que nous rencontrons avec ces Arabes dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, quand vous reprenez le 12e au 3e siècle avec les croisades, vous comprendrez que ce qui se passe ne date pas d'aujourd'hui. Vous parlez de la guerre des religions, là. La guerre des religions. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au nom de la religion, on va dans tous les sens. Ne pas se retrouver dans ce qui se dit là. Mais les musulmans se faisaient la guerre depuis longtemps. Et ils feront toujours cette guerre. Il faudrait qu'ils posent les problématiques qui s'imposent. Il faut qu'ils osent enfin dire qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Je vous disais tout à l'heure que nous avons plusieurs Arabes. Quand vous allez en Turquie, quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous allez dans les autres pays, en Syrie, ce ne sont pas les mêmes. Et tout à l'heure, il évoquait les sunnites et puis les chiites qui se combattent au nom de la même religion. Il faudrait que les Occidentaux comprennent une chose. Pour entrer là, donner un coup comme ils l'ont fait dans la fourmilière, en Libye, en Irak, en Syrie, ils devraient réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Ils ont exporté aujourd'hui ce qui se passe dans ces pays vers l'Afrique. Ils sont à l'origine de ce qui se passe. Et c'est là où nous nous disons ceci. Le verre, c'est-à-dire qu'il revient aujourd'hui aux pays occidentaux de faire comme ils l'ont fait lors de la Seconde Guerre mondiale, de se retrouver. La même formule? La même formule. Ils sont tenus de le faire aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de poser ces bases. Hier encore, qu'est-ce qui se passait en ce qui concerne la Syrie? Pour prendre cet exemple, Hollande regardait dans son sens, Poutine regardait dans un autre sens. Les Américains, aujourd'hui, ils se sont dit, regardons dans le même sens pour affronter l'ennemi commun. Parce que cet ennemi commun, c'est-à-dire la guerre ne se fait plus dans leur pays. Elle est exportée en Occident aujourd'hui. Ils sont obligés d'accueillir tout ce monde. Parce qu'ils sont partis donner un coup dans la fourmilière. Et en donnant ce coup, ils n'avaient pas pensé que les habitants de ces pays viendront les envahir. Avec ce que nous appelons comme ceux qu'ils appellent les immigrés, ou je ne sais pas comment les appeler. Et parmi ceux-là, vous avez ces djihadistes. Parmi ceux-là, vous avez
des gens qui ont été formés pour détruire l'Occident. Bon, si c'est vrai, maître, que déjà la France, elle se décide, et manifestement, on constate qu'il y en a qui traînent encore les pas. Mais dans l'attaque qui s'est produite au niveau de Radisson, on a constaté qu'il y a 6 différentes nationalités. La Russie en a eu pour son compte, la Chine en a eu pour son compte. Est-ce que ça peut donner le déclic? Mais le déclic a commencé. C'est maintenant qu'ils ont compris. Que ce soit en France, que ce soit à Bamako, le problème est le même. Ils savent très bien que la seule nation malienne ne peut pas affronter ce qui se passe. Et ils sont tenus, comme ils l'ont fait au début, les Français, mais il ne faudrait plus que ce soit les seuls Français, comme cela se passe aujourd'hui au Mali. Il faudrait que les autres nations arrivent, parce que ça nous concerne tous. Ça les concerne et ça nous concerne toute l'Afrique. Et ça concerne tous les Européens, y compris les Américains. Et c'est là où je vous dis que le monde est en guerre. C'est ce que j'ai dit au départ. Tout à fait. Le monde est en guerre et il faudrait trouver les solutions pour rapidement circoncire ce qui se passe. Sinon, ça ira dans tous les sens et tout le monde en sera victime. Vous avez dit tout à l'heure qu'à l'hôtel où la prise d'otage a eu lieu, il y avait beaucoup de nationalités. Tout à fait. Quand ils prennent... La France, qui était la principale cible, n'a pas eu de victimes dans le lot. Tant mieux. Mais il y a eu d'autres nationalités. C'est pour vous dire que les dispositions à mettre sur pied pour contrer ce djihadisme ou ce crime qui s'opère de manière aveugle aujourd'hui, il faudrait que les gens repensent de manière collégiale, je veux parler de la communauté internationale, comment procéder. Quand on attend aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU demander qu'il faudrait faire ci, qu'il voudrait faire cela, c'est des choses à faire depuis longtemps. Ce n'est pas le seul, c'est-à-dire, les gens ont tendance à se dire c'est le précaré de la France, le Mali. Non, ce n'est pas le précaré de la France, c'est un domaine qui concerne tout le monde parce que quand les conséquences commencent, ça touche tout le monde, et les Américains, et les Russes, et les Chinois, et toutes les nationalités, toutes les nations. Et c'est là où nous disons, il faudrait que tous les pays comprennent désormais, y compris les Arabes eux-mêmes, que ce qui se passe porterait préjudice à leur pays, porterait préjudice aux Occidentaux et aux Africains. Et personne ne sera à l'abri dans ce que nous vivons aujourd'hui. François Gongo, un événement tout de même heureux. On a constaté qu'à l'issue de l'attaque de Radisson, eh bien, les signataires des accords d'Alger, les groupes islamiques, la plupart, pour ne pas dire tous, à l'unanimité, ont déploré ce qui s'est passé. Mais jusque-là, la mise en application de cet accord pose toujours problème. Le gouvernement malien ne devrait-il pas faire toute autre lecture de cette sortie? Oui, je pense qu'il va falloir prendre en compte les grandes conclusions de l'accord d'Alger pour échanger beaucoup plus au niveau des structures qui sont engagées dans la lutte contre le djihadisme, de manière à mettre ensemble les forces, à mettre les forces en synergie pour être beaucoup plus efficaces sur le terrain. La présence de 6 nationalités, par ailleurs, au niveau de cet hôtel, nous démontre tout simplement une importation de la crise au niveau de l'Occident sur le territoire malien. Parce qu'en définitive, bon, on ne déplore pas le gendarme, je crois, un Malien, un autre Malien qui soit mort. Donc, la cible des djihadistes, ces cibles, j'allais dire les cibles des djihadistes, se retrouvent être des Occidentaux. Le Mali n'a servi que de territoire, d'opération, de territoire fertile, facile d'opération. Et l'affront à cet hôtel de haute sécurité, comme Maître Jacques Mégan vient de le dire, et l'astuce, la stratégie utilisée montre que le spectre, j'allais dire, du risque est toujours pesant. L'un dans l'autre, nous pouvons constater en définitive que la confrontation des civilisations nous amène à remarquer des limites au niveau des assimilations. Les peuples à travers le monde arrivent difficilement à s'accepter, arrive difficilement à se tolérer, et nous trouvons des extrémistes qui se réfugient derrière des pratiques culturelles et religieuses pour s'adonner à ces actes d'extrémisme inqualifiables. C'est en cela qu'il va falloir, au lieu d'avoir des regards strictement braqués sur le matériel, sur le sommet de Davos, sur les exigences de l'OMC, sur l'omniprésence
de certaines nations depuis la création du système des Nations Unies jusqu'à ce que nous observons aujourd'hui, qui exercent leur dictat, une sorte d'OPA politico-sécuritaire sur le système des Nations Unies, il va falloir ouvrir le système des Nations Unies, redéfinir les paradigmes des relations internationales pour freiner les élans de ces islamistes, d'abord sur le territoire, de manière à permettre à leur pays, aux responsables de leur pays de les contenir, d'accélérer les échanges d'informations pour éviter que ces crimes ne soient transportés sur d'autres territoires, parce que c'est à cela que nous allons assister. Et au Bénin, partout ailleurs, il va falloir que l'on redouble de vigilance, parce qu'ils frapperont de plus en plus là où on les attend le moins, pour maximiser, j'allais dire, l'importance de nuisance, parce qu'on ne les attend pas au Bénin, mais ils sont tout juste à côté. On les avait annoncés au nord du Bénin. Et pourtant, apparemment, nous ne savons pas ce que font les services spéciaux pour la contrecarrer. Donc, en définitive, le cas malien, la présence de 6 nationalités, j'allais dire, la seule victime malienne est militaire, ça veut dire que ce n'est pas aux Maliens, ils en veulent, dénote qu'il va falloir harmoniser les méthodes, les mécanismes de coopération internationale. On ne peut plus aller comme on l'a fait en Afghanistan, avec l'échec cuisant que l'on a constaté face aux mollahs qui sont revenus, même si les États-Unis sont arrivés les mettre en veilleuse, ils opèrent toujours au niveau des frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan. On ne peut plus réussir au niveau de la Libye où l'on a décapité celui qu'on a appelé le dictateur, où mais on a laissé un État, une nation en lambeaux, avec le groupe de Tripoli et l'autre groupe de Tobrouk. On ne peut plus réussir au Mali, comme on a déjà échoué ailleurs, à mettre fin à ceux-là qui ne sont que l'expression du mécontentement de la plupart des peuples du monde opprimé. En définitive, c'est tout un système qu'il faut revoir. Il faut revoir tout le système, réfléchir, faire appel aux compétences avérées et non aller par des frappes à l'aveugle. Parce que c'est des gens, on a constaté, avec votre mission, Maître Jacques Migan, on a constaté, le Mali a décrété 3 jours de deuil national. Pour une fois, on a constaté que le Mali n'a pas été seul dans cette situation. Il a été accompagné par le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, qui ont fait de même. Une Afrique qui est en train de retrouver sa fibre de solidarité. Vous savez, c'est une lutte commune. Et il y a une solidarité qui doit s'imposer dans toute l'Afrique. Parce que ce qui se passe au Mali, mais nous pouvons aussi connaître les mêmes choses. Donc il faudrait que nous fassions tous montre de solidarité, de vigilance. Mais je voudrais revenir à ce que vous posiez tout à l'heure en ce qui concerne l'accord qui a été signé. Oui. Mais cet accord, il demeure, il vaut. Il faut chercher à comprendre cette prise d'otage répond à quoi? Pourquoi cette prise d'otage? Et par qui? Et pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi ont-ils réalisé ce coup? Tout simplement parce qu'ils sont en paix de vitesse. Ils en veulent toujours à la France, ont-ils dit? Non seulement ils en veulent à la France, ça a été fait quand? Juste après ce qui s'est passé en France. Une semaine, jour pour jour. Alors c'est fait pour qu'on sache qu'ils existent, ces groupes terroristes. C'est parce qu'ils sont en paix de vitesse. Or, on ne peut pas aujourd'hui ne pas passer par l'accord. Et il ne faut pas utiliser tout le temps la guerre pour régler les problèmes. Il faut aller au dialogue. Et ce dialogue, c'est le moment ou jamais d'éviter tout le monde pour qu'on isole ces gens-là, pour qu'on détruise ces gens-là, pour qu'on leur fasse comprendre que ce n'est pas par ces méthodes qui détruiront leurs pays respectifs. Et je vous avoue, la France, et je dis le Mali, avec les autres pays africains, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient béninois, togolais, c'est ensemble que nous devons combattre. C'est ensemble que nous devons réfléchir. C'est ensemble que nous allons, avec les autres pays, mener la lutte contre ces terroristes qui sont-ils en fait? Il faut vérifier. C'est des gens qui sont en perte de vitesse et de référence, de valeur. C'est des pauvres types. Donc c'est un monde qui est malade, qu'il va falloir soigner, mais le soigner, ce serait ensemble. Ensemble que nous devons le faire. Ensemble que nous devons le faire. Ensemble que nous devons le faire. Comme je le disais tout à l'heure en ce qui concerne les pays occidentaux, ils ont compris maintenant qu'il ne faudrait pas que les Russes regardent d'un côté alors que les Français regardent de l'autre. Non, c'est ensemble que nous devons lutter contre ce mal. Et ce mal il faut le connaître. C'est la misère. C'est la misère.
je disais tout à l'heure en ce qui concerne la religion, c'est des bornés. Parce que quand vous arrivez à utiliser la religion qui a son essence même dans l'amour, qui prône l'amour pour tuer, donc ce n'est plus la religion. Ça veut dire que vous êtes désormais le mal incarné. Vous ne verrez jamais une religion, qu'elle soit religion chrétienne, religion l'islam ou les Hébreux, dire nous tuons au nom de l'amour. Mais ils tuent tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Regardez ceux-là qui font. Au nom de l'amour, il faut savoir rester ensemble. Au nom de l'amour, il faut non seulement rester ensemble, réfléchir ensemble, analyser ensemble et mettre tout le monde, et les Africains, et les Occidentaux, et même ceux que j'appelle aujourd'hui les Arabes, et poser les vrais problèmes. Le monde, donc, un village planétaire, l'attaque djihadiste vient lui donner tout son sens. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour notre premier thème du jour. Escale, le Bénin, 1 an après avoir été débouté de ses demandes en première instance dans le dossier boucle ferroviaire Bénin-Niger, l'opposant à l'État béninois et à Bolloré Africa Logistique, le groupe pétrolier vient de remporter une manche du combat. Dans un arrêt rendu le 19 novembre, la Cour d'appel de Cotonou a ordonné l'arrêt des travaux entrepris par le groupe Bolloré entre le Bénin et le Niger. Décision de la Cour dans l'affaire épine dorsale, un camouflet pour l'État béninois. Nos invités se prononceront dans un instant, mais juste après ce générique. Cette émission se poursuit avec Maître Jacques Migan et Médric François Gongo. Je me retourne vers Maître Jacques Migan. Vous avez suivi de bout en bout ce dossier, la décision de la Cour d'appel de Cotonou. Que faut-il en retenir de façon succincte? Non, je voudrais d'ores et déjà dire que bravo à la justice de mon pays. Pourquoi? Et parce que nous avons tendance à dire que les juges, ils sont ceci, ils sont corrompus et ils ne résistent pas devant temps. Mais maître, on a entendu déjà quelqu'un du corps le dire. Vous avez dit... Pour ne pas la nommer. Pour ne pas la nommer, ça n'engage qu'elle. Vraiment? Ça n'engage qu'elle parce que si elle ose dire, on lui a demandé de rapporter les preuves de ses dires. Alors nous parlons, elle a été incapable de rapporter la preuve. Et ce n'est même pas bon de dire des choses. Donc votre satisfait aux avocats? Non seulement, non, j'ai dit aux magistrats. Aux magistrats? Ensuite... Mais pas aux avocats? Non, je dis aux magistrats, j'en viens. Puisque si les avocats, si un dossier a été gagné par une partie, mais ça veut dire que les avocats de cette partie ont fait du beau travail. Deuxième chose, c'est un satisfait, un bravo au cadre de mon pays. Qu'est-ce que les cadres ont à voir avec une décision de justice? Mais vous savez, la décision qui a été rendue, elle avait été déjà les cadres qui ont traité ce dossier. Je veux parler du groupe interministériel qui avait conseillé au pouvoir public de ne pas du tout aller dans le sens qui consistait à remettre à Bolloré ce qu'il a fait, ce qu'il a eu. Ils ont fondamentalement demandé au gouvernement béninois de ne pas abonder dans ce sens le comité interministériel. Et ce comité interministériel était composé de qui? Du conseiller technique du chef de l'État. Ils avaient fondamentalement déconseillé ce que qu'on ne remette pas à Bolloré, je dis bien qu'on ne remette pas à Bolloré ce marché. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est un marché de dupes. C'est un marché qui créerait des problèmes à l'État béninois, aux Béninois. Donc je dis que c'est un bravo pour ces responsables-là. Et ils ne sont pas... Et quand je dis, vous avez M. Auguste Aliyerima, qui est le chef de la cellule juridique du président de la République, M. Bonaventure Dossiovo, conseiller technique juridique du ministre, M. Rigobert Azon, conseiller technique du ministre des Transports. Donc, ils ont tous signé en déconseillant fondamentalement à l'État béninois de concéder au groupe Bolloré ce qui lui a été remis. L'État n'a pas suivi, ou bien l'État n'a pas suivi. Les avocats de l'État qui n'ont pas suivi. Je dis, avant que les avocats ne fassent, les conseillers, ceux qui traitent le dossier d'abord, avant que l'affaire n'aille vers... Ils n'ont pas été suivis. Vous avez... Mais les avocats ont joué quel rôle? Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez ensuite... ça, c'est la lettre du 1er avril 2015. La lettre signée par les conseillers du chef de l'État, des ministres concernés à divers niveaux et qui ont refusé, vous avez, sur la forme, l'accord signé le 19 mai intervient à un moment où les représentants du Bénin et du Niger n'ont pas fini de s'accorder sur le projet traité bilatéral relatif
chemin de fer. Ils ont dit, ah, n'allez pas en la forme. Deuxième chose, ils ont dit, et c'est important, à supposer que la concession dure 30 ans ou 40 ans, voire plus, les deux pays qui ont d'ores et déjà prévu et organisé leur propre immobilier resteront liés par ce contrat qu'ils auront signé avec le groupe pendant 40 ans et ils ne pourront rien faire. Une telle disposition va la renonciation à la souveraineté nationale est réputée non écrite en droit international public parce que entachée de nullité d'ordre public. Mais maître, est-ce que là, vous ne vous réjouissez pas trop tôt? Non, je ne me réjouis pas. Cette décision. Non, maintenant, pas que le dossier est clos, avant que je ne rentre maintenant dans la décision, prenons la décision. Qu'est-ce qui a été dit? Ça, c'est important. Il faut que les contribuables comprennent. Oui, de façon succincte aux contribuables. Il a dit ceci, dit que les travaux entrepris par Bolloré, Africa Logistique et les agissements de l'État béninois sont constitutifs de voies de fait. Ça veut dire quoi, voie de fait? Il faut que les téléspectateurs, il faut que les Béninois comprennent. Quand on aura défini ce qu'on appelle voie de fait, on comprendra le sens même de la décision. La voie de fait, c'est quoi? Quand on dit voie de fait, cela consiste en tout acte accompli au détriment d'autrui, en violation de la loi civile. Ça veut dire quoi? C'est qui l'autrui? C'est le groupe pétrolier. C'est M. Dossou Samuel. Ça veut dire qu'on les a inquiétés, qu'on les trouble dans leurs biens. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose, ils ont une propriété et un quidam vient comme un prédateur pour tout prendre. Donc et en violation de la loi, on leur revient tout qui est droit. Mais ce n'est pas tout. Il y a quoi d'autre? Ce qu'il y a d'autre, c'est que la décision dont s'agit est assortie de l'exécution provisoire sur minute avant enregistrement de la présente décision, nonobstant toute voie de recours. Ça veut dire que vous avez une voie de recours pour encore contester ce qui a été rendu, la décision qui a été rendue. Ce qui ne manquera, ça veut dire que, mais si le groupe Bolloré veut, à son avis, faire un recours, il peut le faire. Mais ce qu'on lui dit, le jour même, le 19 novembre où la décision a été rendue, oui, elle est devenue opérationnelle. Elle est, avant même que le président qui rendait la décision a commencé déjà par être exécutoire. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez déjà quitter les lieux. Vous devez déjà ramasser Bolloré et l'État béninois devrait déjà commencer par quitter les lieux. Si jusqu'à preuve de contraire, il paraît que les installations sont là. Les installations est une chose. Si par exemple les installations sont là, il revient à M. Dossou Samuel et à toutes les sociétés qui ont gagné ceux qui ont gagné ce dossier. La parole à Médéric. Il y a une question quand même que les gens se posent. On se rappelle qu'il y a eu comme un règlement à l'amiable dans ce dossier-là. Il n'y a pas eu de règlement amiable. C'est maintenant qu'il peut y avoir, puisque quand vous gagnez un dossier, c'est ce qui se passe à tout moment. On a entendu le ministre de Non. Ce que je tiens à vous dire, oui. Ils ont dit, mais M. Dossou n'a jamais confirmé cela. Donc ce qui a été dit n'engageait que non, M. Dossou dit, ça dit, voilà une décision qui a été rendue. Pour régler ce dossier, ils ont deux voies. La voie légale, c'est-à-dire faire un recours devant la Cour suprême. Encore que là, la Cour ne juge pas en fait, mais en droit. Et si le droit est respecté, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Bolloré prend ses affaires, l'État béninois quitte les lieux. La deuxième possibilité pour régler ce dossier, c'est la voie amiable, la négociation. Mais pour aller en négociation, vous négocierez avec qui? L'État béninois et Bolloré doivent venir à la table aujourd'hui pour demander aux propriétaires des lieux qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il revient à Dossou Samuel de dire, ah, vous voulez m'accompagner? C'est Dossou Samuel qui prend maintenant la responsabilité de dire, oui, je suis pour un règlement, une négociation ou pas. Il n'a pas accompagné les autres. Ah non, c'est les autres qui doivent venir avec lui. Puisqu'au départ, voilà quelqu'un qui a gagné, qui a été déclaré adjudicataire. Il a resté la signature. Et puis, vrac, vous venez parce que peut-être des engagements auraient été pris. En fait, votre émission, je vais prendre rapidement l'avis de Médéric François Gros. Médéric, la Cour ordonne aux condamnés de s'abstenir de tous travaux. Maître l'a dit tout à l'heure, mais sous astreinte de 100 millions de francs CFA par jour. L'État béninois et le groupe Bolloré, désormais d'obus. Comment vous observez ça? Je pense que dans toute cette procédure, dans toute la procédure autour de cette affaire, il y a eu, j'allais dire, trop d'injonctions de la part du politique pur. Je constate à l'évidence que nous ne devons pas faire d'amalgame entre le grand projet d'épine dorsale et le dossier de la boucle ferroviaire. À ce niveau, je constate que l'OCBN est une propriété des deux États,
du Niger et du Bénin qu'au Bénin, M. Samuel Dossou et tout son groupe ont gagné. Ils ont gagné et l'évidence oblige ceux qui ont perdu à respecter les injonctions de la justice. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous poser certaines questions. Nous avons essayé de fouiller. Dans le dossier, nous avons interrogé l'article 4, alinéa 1 et 4 de l'accord cadre. Et là, nous constatons que l'exclusivité de la boucle ferroviaire n'a pas été ipso facto établie. Sauf erreur de notre part, et sans pour autant aller dans le fond du dossier, puisque l'assermenté est devant moi, je pense que ce sont des petites préoccupations, c'est-à-dire la réaction du Niger, qui est aussi propriétaire de l'OCBN, c'est-à-dire la considération dans son entièreté de cet article dont je viens de parler. Ce sont des considérations à prendre en compte pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre dans la victoire de notre compatriote. L'un dans l'autre, je crois bien savoir que le groupe Bolloré a aussi des services juridiques bien assermentés. Donc, il est fort à envisager une suite pour ce dossier, même si la suite, comme l'a dit Maître Jacques Mégan, ne peut pas arrêter la mise en application de la décision de la Cour d'appel, que nous avons eu le privilège de lire et de publier au niveau du Actu Express. Cette affaire met en évidence, je ne parlerai pas d'accointance incestueuse, mais je parlerai de bouclage non préparé de grands dossiers de la nation, ainsi que l'on peut le constater dans beaucoup de pays africains, qu'on est appelé un national dès le départ. Et que sur le chemin, on a été rejoint par un partenaire stratégique qui a les moyens, puisqu'à l'évidence, il a payé les arriérés des cheminots. Il a commencé par investir comme il le fait au Niger, au Burkina, nous a-t-on dit. Et même si le national hésitait, il eût fallu au préalable trouver un gentleman agreement avant de passer outre les accords de principe donnés au national pour accélérer la procédure d'octroi de la décision finale aux partenaires stratégiques. Je crois que l'un dans l'autre, tout n'est pas perdu. Puisque le rapport de force est équilibré, on peut aujourd'hui faire jouer le président du patronat qui avait été convié dans cette affaire pour la médiation. Et je crois qu'on va tout faire pour que le Bénin en pâtisse et que demain, que ce ne soit pas le Bénin, le contribuable béninois, qui soit devant Bolloré, parce que Bolloré aurait intenté des procès contre l'État béninois et le groupe pétrolin au niveau de d'autres instances supranationales ou internationales pour gagner. Il va falloir que ce cas de figure nous serve d'exemple pour qu'on ne continue pas, là où nous sommes, de brader le patrimoine national sur plusieurs plans à quelques jours de la fin du mandat. Rapidement, dites... Non, ce que je voudrais vous dire, oui. Il faut que nos compatriotes écoutent. Il y a une justice. Qui a rendu une décision. Ce n'est même pas à ce niveau. Un dossier a été très bien préparé. Trop bien préparé. Ce qu'on appelle, vous soumissionnez. Vous achetez le dossier. Vous donnez comment vous ferez pour réaliser. Les moyens financiers. Les partenaires stratégiques. Les conditionnels, le volet social, le volet environnemental. Parce que vous étiez en train de dire, il a payé les arriérés. Reprenez le dossier de monsieur. À supposer même, je donne même qu'il est même payé. Maître, non. Est-ce que dans le dossier... retenir en définitive, vu l'allure que le dossier a pris actuellement, c'est un dossier clos ou, comme vous l'avez dit, non, je vous ai dit, un dossier n'est jamais clos, quelle que soit la décision. Mais ce que je voudrais dire, parce que si on ne remet pas, on ne dit pas la vérité, les gens vont rester sur ce qui n'est pas. La vérité, c'est quoi? Bolloré n'a jamais constitué un dossier. Bolloré, il a acheté le dossier, mais il n'a pas soumissionné. Reprenez le dossier de M. Dossou Samuel. Mais vous avez tout dedans. Et les moyens financiers, et même la prise en compte des arriérés dont on parle.
et même l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, et même l'environnement, et même la modernisation et la réhabilitation. Votre rang d'avocat, si vous devez donner un conseil, quel serait-il par rapport à ce Si moi dossier? je dois donner un conseil, c'est à l'État béninois. Et l'État béninois, c'est vous, c'est moi. Il ne faudrait pas que le président Boni Yayi engage la responsabilité de l'État béninois à son seul niveau d'homme. Il faudrait qu'il tienne compte qu'il faut qu'il comprenne que le Bénin, c'est nous tous. Et la deuxième chose, c'est en ce qui concerne nos députés, l'Assemblée nationale, qui jusqu'à ce jour croise les bras et ne dit rien. Il faudrait que le gouvernement et l'Assemblée nationale interpellent le gouvernement, notamment son chef d'État, sur ce dossier. C'est très important parce que quand on vous dit des milliards à payer demain, c'est le contribuable béninois qui payera. Alors que nous avons en M. Dossou Samuel, en ce groupe pétrolier, un béninois digne de ce nom qui est appelé à transformer notre pays à partir des normes modernes. Alors que celui à qui, pour des engagements politiques, parce que le dossier a commencé... C'est écrit par Mediapart. Vous l'avez là. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est plus que passionnant. Ce sera tout pour cette partie de votre émission débat. Le temps tire complètement à sa fin, mais juste après ce générique, un petit mot par rapport à ce qui se passe du côté du Niger. Au Nigeria, une femme kamikaze s'est fait exploser dimanche à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. 8 personnes ont été tuées, 7 autres blessées. Au Burundi, les scènes de violence se poursuivent malgré la campagne de désarmement forcé lancée par le pouvoir. Ce week-end à Bujumbura, au moins 4 civils ont été tués au cours de violents heurts entre forces de l'ordre et insurgés. En RDC, le gouvernement vient de souscrire à l'exigence majeure de l'UDPS, l'un des principaux partis d'opposition. Le dialogue national sera élargi à la communauté internationale. À l'ONU, 4 noms de personnes susceptibles d'assurer la médiation en vue d'élections apaisées ont été proposés. Au Niger, l'Ordre des avocats se dit inquiet du climat délétère qui pourrait menacer l'unité nationale. Dans un communiqué rendu public, il souligne que depuis quelque temps, des personnes s'insultent sur les médias et les réseaux sociaux au travers de propos haineux, injurieux et ethnocentriques. Toutes choses pouvant mettre à mal la cohésion nationale et la stabilité sociale. Le barreau nigérien invite alors acteurs politiques, société civile et hommes de médias à savoir raison garder. Maître Jacques Midan, beaucoup admiratif par rapport à cette sortie de vos pairs? Non, je crois que c'est une très bonne chose. Et chaque fois que les avocats constatent, observent qu'il y a une dérive quelque part, ils sont dans leur rôle. Les avocats sont dans leur rôle. Et je ne suis pas surpris de cette sortie des confrères nigériens. Parce que nous sommes une profession, c'est vrai, des gens indépendants. Mais nous travaillons, nous sommes là aussi pour le service public. C'est une loi qui a créé le barreau. Donc nous ne pouvons pas croiser les bras lorsque nous constatons qu'il y a des dérives au niveau politique. Ce serait grave pour nous. Parce que demain, quand ça ne va pas, c'est encore vers nous que les gens se retournent pour que nous défendions les uns et les autres. Demain, qui défendra le chef de l'État? C'est les avocats. Demain, qui défendra les politiciens? C'est les avocats. Mais pour éviter cela, nous sortons pour attirer l'attention des justiciables, du peuple. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais Frédéric Vonzo-Gongo, vous l'avez constaté, la société civile au retrait, ce sont les avocats qui se sont dit, pas question d'attendre pour aller vers le jugement, mais prévenir le mal. Comment vous appréciez cela? La situation est très préoccupante au Niger, avec le retour un peu bouleversé de l'opposant Mamadou, avec l'interpellation du gouvernement par rapport au contrat signé, entre autres avec le groupe Areva par l'opposition, avec la levée de la tension à un degré exacerbé. Je pense que le barreau a bien fait de tirer la sonnette d'alarme, d'avertir du pire, pour faire qu'on évite que le pire ne survienne. Chers invités, merci pour vos diverses contributions à l'enrichissement de ces débats. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Retenez qu'une paix trompeuse nuit plus qu'une guerre ouverte. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement qu'il va falloir adopter chaque jour et tous les jours. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt sur SICA.